le 22 juin 1955, Jean Rédélé déposait des statuts au tribunal de commerce de la Seine pour fonder la Société des automobiles alpines. Et le 22 juillet 1955 toujours, il présentait à la régie Renault, au directeur général M. Dreyfus, les 3 voitures aux couleurs tricolores, les A106, le fameux Coche, qui a eu aussi un succès important. Donc nous voulions, 50 ans après, commémorer cet événement de manière à ce que cette société alpine ne soit pas oubliée, tout ce que Jean Rédélé a pu faire pour justement mettre en valeur ces voitures, apporter un titre de champion du monde des rallyes et en même temps apporter des victoires, de nombreuses victoires, qu'elles soient européennes ou même nationales. Et nous avons eu l'intention en 2001 de donner un nom dans la région liépoise, berceau de l'automobile, de manière à ce que la rue Jean Rédélé existe sur la région liépoise. Donc c'est sur la zone Eurochanel que nous avons inauguré cette rue en 2001. Et on a commencé à faire en sorte de commémorer régulièrement des anniversaires et on a créé en janvier 2002 l'association des anciens alpines. Ensuite, nous avons continué sur notre lancée et en 2003, c'était le 30e anniversaire du titre de champion du monde des rallyes. Donc nous avons là encore fait un événement où nous avons eu près de 500 voitures. Donc c'était déjà un succès. Nous avons vu l'enthousiasme de tous ces gens qui sont possesseurs de ces voitures et c'était de notre devoir de continuer à faire un événement. Et cette année 2005, c'est l'occasion justement de présenter les 50 ans d'Alpine par une très grande manifestation. Monsieur le maire de Martin-Église, bien sûr, notre président vice-président. Et vous pouvez applaudir. Les Alpines sont animées par des mécaniques Renault. Hein, si on essaye de définir une Alpine, c'est avant tout une carrosserie en polyester, avec une mécanique Renault, toujours placée à l'arrière, toujours animant les roues arrière. C'est des caractéristiques que vous retrouvez dans toutes les Alpines, qu'elles soient de compétition, monoplace ou entières. J'ai devant moi la première monoplace fabriquée par Jean Rédélé en 1964 pour courir le Grand Prix de Pau. C'est une Formule 2 animée par un moteur Renault 8 Gordini. Après cette première monoplace, beaucoup plus tard, en 1971, à la demande de Renault, Alpine a fabriqué une formule économique pour les pilotes débutants. Cette voiture était animée par un moteur et une boîte de vitesse de R8 Gordini. Donc les coûts d'utilisation étaient très limités. Ici, nous sommes devant une voiture plus récente, fabriquée en 1972. C'est la A364, championne de France en 1972, avec Michel Leclerc. Michel Leclerc qui a gagné 14 courses à bord des Alpines. À côté des monoplaces, il y a une autre famille de voitures, c'est les fameux prototypes. Alpine couvrait surtout pour aller au Mans et gagner les 24 heures du Mans, ce qui était l'objectif. Ce qui a été réalisé en 1978 avec un moteur turbo.
dans une Alpine ou d'être dans une voiture ou de les voir passer. On a vu que c'était quand même une voiture hors du commun qui était pas comme les autres. Et puis après, quand on sait comment une Alpine était faite, que par des gens qui ne faisaient ça que par leur cœur, et puis qu'on a réussi avec cette auto à obtenir des résultats exceptionnels en allant gagner des rallyes de championnat du monde devant des monstres d'usines comme l'était à cette époque-là Ford, Porsche et Datsun et tout. Je pense que c'est comme ça que les gens ont compris quand même que c'était une voiture spécifique et puis que c'était vraiment sympa de trouver une auto entièrement française avec une mécanique française faite de cette manière-là. À cette époque-là, et même bon, ça se ressent maintenant, il n'y a pas plus de pilotes que de copilotes que de mécaniciens. On est tous ensemble, on est complètement une famille, n'importe comment. On est tous de la même valeur et de la même égalité. Nous avons quelques mécanos sur la photo. C'est 4 voitures qui participent au Mans 66. Donc nous avons sur cette photo Henri Gaucher, le jeune Bruneval, moi-même, Duval, Castilleux, Ménard, Arrivel, Lermoyer, Desaubry. On a Celotti, Gaston Ridel, Jean Grosset, Jean-Marie Lenoé et Michel Soudet. À l'époque, on était dedans et bien dedans. L'on souhaitait gagner, on prenait les meilleurs pour gagner. Et on n'a jamais pensé une seconde que 50 ans après, ça aurait pu être à ce niveau, quoi. On a aujourd'hui sur la pelouse 550 voitures, donc c'est quelque chose d'inimaginable. Et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que l'on peut parler à tous ces passionnés. On n'a pas de voiture nous-mêmes, hein. J'en connais pas trop autour de nous en tant que mécanos ou électriciens qui ont leur propre voiture. Mais quand on voit ce que font les autres, on est ravis, quoi. Alors peut-être que ça viendra, mais il faut savoir qu'une Alpine, c'est comme une maîtresse, quoi. Il faut avoir le temps de s'en occuper. Bon alors t'en fais tomber le moins possible, hein. Tu te débrouilles. Est-ce que tu les vois les quilles? Je les vois. Ben oui, mais alors c'est dommage, tu devrais pas les voir, parce que si tu les vois, tu vas te fixer dessus et puis tu vas me les foutre en l'air. Allez. On est parti. Comment ils font là-bas? Un coup de clignote, un coup de... Attends, je sais même pas où c'est. On avait tous des petits surnoms, c'est ce qui nous permettait d'avoir toujours un petit peu le sourire et une ambiance dans notre équipe. On avait, je sais pas, il y avait notre ami Alain Prier, on l'appelait Coco. Vous aviez le responsable de l'électricité qui était Michel Soudet, on l'appelait mon oncle. Vous en aviez un autre à l'électricité, on l'appelait Titi. Un troisième, on l'appelait le Bosch. Des noms comme ça, Orchel, qui s'appelle l'Armoyer. On avait des Aubry, on l'appelait le Kabyle. Si bien qu'entre nous, on se retrouvait, mais les gens qui ne nous connaissaient pas et qui ne connaissaient pas nos surnoms, ils étaient tout le temps paumés. Le juteux, c'était le chef de l'atelier, c'était Gilbert Arrivel. Jacques Chénis, on l'appelait Papa. Il y avait Jean-Luc, on l'appelait Tutio Père, parce que bon, c'était un peu sur l'accent de son quartier. André, c'était la panique. Pourquoi? Parce que c'est le bon gars, mais il paniquait toujours. Alors donc, c'était facile de l'appeler la panique. Moi, c'était le barbu, hein. Comme j'ai toujours eu la barbe depuis 40 ans, je suis rentré chez Alpine, j'avais la barbe. Dès le jour où je suis rentré, ils m'ont appelé le barbu. Comme ils se rappelaient plus ou moins de mon nom, on ne se rappelle pas du vrai nom, mais un surnom, on s'en rappelle tout de suite, hein. Dans le truc bleu là-haut, ouais, on a une petite caméra. Et c'est elle qui déclenche le temps. Ok? Ok. Un sourire en passant, ça fera plaisir sur la photo.
Les gens adorent cette voiture, adorent la marque, adorent tout ce qui a été fait depuis 50 ans. À l'époque, c'est sûr que les berlinettes, c'était quelque chose, c'était une grande équipe, il y avait une passion et une connivence entre tout le monde, mais je ne pensais pas que ça aurait pu durer aussi longtemps. Et comme toutes les autres marques ou toutes les autres voitures, ça aurait passé, et là, ça ne passe pas. J'ai commencé avec une A106 il y a bien longtemps. J'ai fait les grandes courses d'époque, puisque j'ai eu la chance de faire les 1000 milles plusieurs fois. J'ai fait des Tours de France. J'ai couru même avec Jean Rédélé, qui avait aussi une Alpine à un Tour de France. On a fait des courses de côte ensemble en Suisse. Donc j'étais au début de l'histoire alpine. Et puis bon, ça s'est arrêté pour moi en 72. J'ai fait autre chose et puis maintenant je reviens par amitié pour tous les mécaniciens, pour toute l'équipe alpine. Je suis venu parce que Jeannot me l'a demandé, parce que ce sont les mécaniciens qui l'organisent. Et je pense que c'est certainement pour ça qu'il y a 530 ou 540 voitures. Mon impression, c'est que c'est très sympa et qu'on retrouve un peu l'atmosphère d'il y a assez longtemps, quand tout le monde était plutôt amis et pas vraiment adversaires. Bien sûr, il y a les A106 qui plaisent tant à Jeannot, mais il y a surtout la berlinette, la A110, qui est une voiture tellement bien dessinée, qui est une voiture à la fois de course, de route, conviviale, sympa. Moi, j'étais à peu près persuadé que les Alpines dureraient dans le temps. Je vous demande un triomphe pour accueillir M. Jean-Luc Terrier. Par les actes et par la parole, la renommée du fromage de Neuchâtel. Et invitez tous ceux qui prennent le temps de vivre à venir le découvrir. Rendons sentence que par honneur, vous êtes digne d'entrer en notre confrérie. Par Saint-Valentin, notre saint patron, nous vous faisons chevalier de notre confrérie.
Par l'avenue Pasteur. Donc tous les ouvriers rentraient par ici, pointaient, et sur le côté droit, on découvrait les cabines peinture avec tous les gens qui ponçaient les voitures, tout ça, sur des peintures cellulosiques au départ. Sur notre gauche, nous avons l'atelier d'ajustage ouvrant. C'était les voitures qui arrivaient de l'atelier plastique et tout l'ajustage se faisait de ce côté-là, du côté gauche. En face, nous avons l'atelier d'outillage. C'est là que tout le monde a cherché sa mèche. Et sur le côté de cet atelier, nous avions un escalier où M. Hubert et son équipe travaillaient sur les prototypes. Mais entre deux, nous avions la finition des voitures qui se trouvait donc à côté du magasin, en le longeant dans le magasin, tout à la longueur, jusqu'à l'atelier mécanique. Et sur toute la longueur ici, nous faisions de la finition. Ça veut dire que nous montons les pare-brises, les lunettes, les habillages de porte, ainsi de suite. Et après, la voiture partait en atelier mécanique où les mécanos, sur les fosses, enquillaient les moteurs, on faisait les réglages de train avant. Et on peut découvrir aussi le banc d'essai, tout au bout de l'atelier, juste en face la fosse de train avant. C'est l'atelier de recherche ici, si on peut dire. Voilà. C'était surtout le coin à Marcel Hubert, faire les protos. C'était quand même assez spartiate, non? Très. À cette époque-là, je pense qu'on n'y pensait pas. Oui. On était habitués, on n'y pensait pas, on était jeunes, ça nous plaisait en plus. Donc c'était... Fallait que ça plaise. Fallait que ça plaise. Il y avait encore les vestiges, de la résine par terre. Il y a des vestiges, il y a par terre. C'est de la résine qu'on voit partout là. Vous étiez aux 35 heures par semaine ou 40 heures? On était aux 48 heures et je vous assure qu'on faisait pas le double, mais on faisait plus de 60 heures. Et on n'avait pas travailler la nuit s'il fallait. Moi j'ai vu rester 3 jours ici sans rentrer à la maison. À dormir 1 heure ou 2 à côté d'un poêle parce que c'était l'hiver. Les heures creuses, comme disait Jean Adélé, qu'est-ce que tu faisais pendant tes heures creuses? Les heures creuses, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, il dit ça pour nous narguer. Hein. Mais on ne regrette pas. On ne regrette pas. Ça serait maintenant, on ne pourrait plus faire ça. C'est impossible. Avec la réglementation qu'il y a, on ne pourrait pas se permettre de faire ça. La preuve, c'est que Renault en F1, il fait faire ses voitures en Angleterre. C'est certainement rapport à ça. Vous cassiez la croûte ici aussi, non? Ah oui, oui. Bah oui. Et quand on ne rentrait pas à la maison, il fallait bien remplir l'estomac pour pouvoir continuer à bosser. Hein. Ah, il y avait surtout des postes de radio, quand il y avait les rallyes, on était tous en train d'écouter ce qui se passait. Les ateliers souvent étaient même, peut-être pas arrêtés, mais c'était ralenti. On écoutait Et la chance qu'on a aussi d'avoir eu tous ces pilotes qu'on a connus ici, parce qu'ici on a vu énormément de pilotes. Hein. Moi j'ai un souvenir, c'est pour ça que j'ai vu Patrick Depailler pointer au début qu'il était arrivé ici. Patrick Depailler, moi ça c'est quelque chose... il pointait à la pointeuse qui est en bas là. Il n'a pas pointé trop longtemps, mais il a pointé. Et j'ai vu aussi Patrick Sevère dans les fosses, il regardait sa voiture en dessous, dans la fosse de train avant. François Sevère. Dans la fosse de train avant, qui regardait sa voiture avant de faire. Moi j'ai participé au siège de Larousse, quand Larousse faisait son baquet. Il mettait en forme et tout, on a vu plein de pilotes qu'on a pu côtoyer aussi. Fangio était passé aussi. Fangio est passé, oui. Il est passé aussi. Quand on voyait Moreau et Depailler dans le couloir en train de discuter tous les deux, soit de leur rallye du dimanche.
Et oui, parce que tout le monde passait par là. Ah, bah, en fait, tout le monde passait par là. Oui. Aussi bien les C'était une vie de famille, quelque part. Tout au début, on a été embauché pour monter les berlinettes clients. Et comme très vite, la compétition a pris de l'ampleur et on a eu besoin de nous, donc on montait les voitures clients et après on montait les voitures compétition, on travaillait sur les voitures compétition. Alors on sautait de l'une à l'autre. Alors là, c'est le banc moteur qui a été monté par Bernard Dudot et Denis Ménard, où étaient essayés certains moteurs Alpine à l'époque. Et là, pour cette manifestation, nous avons remonté un moteur 1600 de berlinette. Bien sûr, c'est bidon parce qu'on ne peut pas faire marcher l'installation complètement, mais ça permettra aux alpinistes de voir l'endroit où travaillait Bernard Dudot dans les années 60. Ça durait combien de temps un essai moteur? Tout dépendait de ce qu'on recherchait sur le moteur, si c'était pour un rodage, si c'était pour calculer sa pleine puissance, ou simplement pour faire de la recherche. Les moteurs à mignoter ne passaient pas sur ce banc-là. Les moteurs à mignoter, on ne touchait pas au moteur, absolument pas. Mis à part quelques réglages de carburation de mise au point sur la voiture, car les réglages sur le banc et sur voiture sont quelquefois un peu différents. Et Mignotet ne supportait pas du tout qu'on démonte ses moteurs et on n'en a jamais démonté. Il a une petite histoire, ce banc-là. C'est que dans ma lettre d'embauche, en début 63, Jean Rédélé m'a dit « Oui, votre CV m'intéresse, vous êtes dessinateur, mais en plus, j'ai un banc moteur à installer. » Effectivement, quand je suis arrivé, le banc il était dans les cartons. Et ça sera peut-être votre premier travail. En réalité, je n'ai pas du tout fait ça. 3 ans après est arrivé Bernard Dudot, qui était bien plus compétent que moi pour installer le banc. Et depuis fin 66, ce banc tourne. Et Bernard Dudot a fait ici ses premières mesures de puissance et rodage de moteur de course. Je suis un des rares à vouloir prendre des photos quand j'étais jeune ici à 40 ans. Alors évidemment ces photos je les ai, ça m'a permis d'en injecter quelques-unes là-dedans. C'est vraiment un livre à part, en marge, quoi. Ce qu'il apporte de plus, c'est qu'il est fait sur les pages des témoignages des gens qui vraiment étaient employés, quoi. Aussi bien les mécanos que les ingénieurs ou pilotes. C'est vraiment vu de l'intérieur, quoi. Les photos, elles sont également venues de beaucoup d'autres mécaniciens de course qui avaient fait des voyages dans des pays éloignés et que nous n'avions jamais vu leurs photos, dans les pays de l'Est ou ailleurs, en Afrique du Sud. Ça permet aux gens de leur faire ressortir leurs souvenirs personnels. Dans ce cadre-là, je trouve que les photos, elles sont intéressantes parce que c'est pas des photos forcément venant de chez Renault ou les photos qu'on a vues dans les autres livres sur Alpine. Je suis fier de cette photo-là. J'étais avec Jacques Duval, qui était un grand voyageur alpine dans des conditions très précaires. Là, nous sommes à Naples. Rédélé n'avait peur de rien, il nous envoyait sillonner l'Europe. Il faut 3 jours de Dieppe à Naples à 50 de moyenne pour emmener 2 voitures de berlinettes avec des remorques et tout. C'est marrant de revoir ça aujourd'hui. Les 15 dernières pages sont vraiment ce que je n'ai pas trouvé condensé dans les autres livres alpines. Donc, on a essayé de faire mieux. Pour ça, je me suis appuyé sur des personnes très importantes. J'ai été voir Bernard Boyer qui m'a consacré plusieurs jours à m'aider pour le démarrage de cette étude.
Et par exemple, on passe en revue ce qu'on appelle des cartes d'identité, où on montre dans quel contexte ont été faites les voitures, quel était le cahier des charges. Et là-dedans, ça retrace vraiment par les gens qui étaient impliqués, l'ambiance qu'il y avait à chaque étape, au fur et à mesure de la progression des Alpines. J'aime bien les chiffres, moi. L'Alpine et Le Mans, c'est entre 63 et 78. 69 engagements de voitures, nous avons pris 69 fois le départ. Et de ces 69 voitures, il y en a 20 qui franchissent la ligne d'arrivée. Et les 3 meilleurs classements, bon, de multiples victoires aux indices, performance et énergétique. Et les 3 meilleurs classements sont premiers en 78, 4e également en 78. Et la 3e meilleure place, c'est 8e en 68, avec la A220 V8 Gordini de Cortance Vinatier. Je vois que l'assistance est toujours aussi nombreuse, aussi enthousiaste, et j'ai quand même l'impression que l'équipe alpine n'a pas travaillé pour rien. Bonne soirée à tout le monde. Merci Jacques. Allez, c'est la joie.
Je pense qu'on peut dire que c'est un bilan positif et je crois que toute l'équipe qui m'entoure a été à la hauteur de ce que nous avions déjà réalisé les années précédentes et très rodé. Donc je crois que là, il y a un coup de chapeau à donner à tous ceux qui ont participé pour que ce 50e anniversaire soit un moment historique et que les gens se rendent compte que Alpine à Dieppe, c'est quelque chose d'important. Vous êtes connu, Jean Radélé, comme étant profondément humaniste. Votre équipe, vos hommes, vous l'avez toujours dit, étaient le cœur d'Alpine. Bon, certainement, j'ai la plus grande considération pour tous les garçons qui étaient avec moi. Et puisque vous m'avez incité à parler d'argent, je n'ai pas couru après l'argent, mais j'étais entouré de garçons avec moi, aussi passionnés que moi, que ce soit les mécaniciens, que ce soit les techniciens, que ce soit les pilotes. J'ai jamais eu à discuter un contrat avec un de mes hommes. Leur contrat, c'était leur passion. Et ils venaient chez nous parce que c'était le meilleur endroit pour que leur passion s'épanouisse, que ce soit le modeste mécanicien, que ce soit le bon technicien, que ce soit le bon pilote, ou tout jeune pilote. Ils sont tous venus, non pas pour l'argent, mais ils sont venus parce qu'ils étaient animés par la même passion que la mienne. Alors j'ai eu la chance. Tout seul, on ne fait rien dans la vie, on ne fait qu'à travers une équipe. Alors j'ai eu la chance d'avoir une équipe aussi passionnée que je l'étais, qui a su sacrifier, pas sacrifier, consacrer, parce que c'était pas du tout le sacrifice, ils étaient passionnés par leurs activités. J'ai eu la chance de les avoir tous autour de moi, et c'est à eux que reviennent tout le mérite, c'est à eux que je dois tous nos succès. Enfin, pour terminer, quel message pouvez-vous délivrer aux collectionneurs d'Alpine ? Que c'est pas plus bête de garder les Alpines que des actions en bourse. C'est tout.